Alors, votre attention à tous, s'il vous plaît. Donc, on va parler maintenant de cette histoire de conscience. Parce qu'on parle toujours, voilà, qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est réellement que l'éveil? Qu'est-ce que c'est réellement qu'être conscient? Donc, c'est des choses, des petites notions que parfois on oublie de poser un petit peu, quoi. Parce qu'on parle tous un petit peu de ça, et je pense que c'est important un petit peu de recadrer, et puis de voir quel chemin on a parcouru, et puis quel chemin aussi qui nous reste à parcourir pour réellement être conscient et être dans la conscience. Donc, je vous ai préparé cette petite conférence qui est largement inspirée des enseignements d'un maître qui est maintenant ascensionné et qui s'appelle Gurdjieff et qui a quand même dit pas mal de choses assez sages dans sa vie. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, globalement, l'être humain, il a 4 niveaux de conscience. Donc, le premier niveau de conscience des humains, c'est la conscience qu'on en a quand on est en train de dormir. C'est-à-dire, c'est celle qu'on va appeler la conscience subjective. C'est-à-dire que quand on dort, on fait parfois des rêves, on a des sensations qui peuvent nous arriver comme ça, et on peut éventuellement avoir des souvenirs de ça. Mais ça reste de l'ordre du subjectif, de l'imaginaire. C'est pas vraiment des choses que l'on vit de manière intense. Donc, le deuxième état de conscience, on va l'appeler celui-là conscience lucide, mais on l'appelle conscience lucide plus par dérision. C'est-à-dire que c'est l'état dans lequel on est, globalement, toute la journée, quand on se lève, qu'on fait nos courses, qu'on parle avec quelqu'un, qu'on mange, qu'on boit, qu'on rigole, etc. Ça, on est dans une conscience qu'on appelle la conscience lucide. C'est-à-dire qu'on est dans un état où on fait des choses, où on est en état où on agit, mais c'est pas tout à fait la conscience réelle. Voilà. Notre troisième état de conscience, c'est ce qu'on va appeler la conscience de soi. C'est-à-dire que là, c'est un état de conscience un peu différent. C'est-à-dire que on va agir, mais en même temps, on se regarde faire. C'est-à-dire qu'on est à la fois ici et en même temps là, en train de se regarder faire et de voir finalement, arriver à voir qui on est véritablement. Pas le masque qu'on porte, etc. Mais vraiment, on fait et en même temps, hop, on se regarde. C'est-à-dire cette conscience de soi, mais vue avec un petit peu de détachement. Et enfin, le dernier état de conscience, que on va appeler conscience objective, c'est la conscience, quand on est dans un état de conscience où on est réellement dans l'être, dans l'acceptation de tout ce qui nous entoure, quand on arrive à stopper son mental et à être juste dans l'être. On peut aussi l'appeler illumination. Voilà, c'est l'état de conscience objective, on va appeler ça l'illumination. Donc, ça nous arrive globalement, ça nous arrive tous de temps en temps, d'avoir vécu des moments, des périodes, enfin des moments où ponctuellement on va être dans cet état numéro 4 de l'illumination. Mais malheureusement, pour pouvoir, on va dire, rester dans cet état de conscience objective, donc dans cet état d'illumination, d'éveil réel, eh bien, si on veut que ça se maintienne, en fait, on est tous obligés de passer par l'état de conscience de soi. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on croit qu'on est déjà dans la conscience de soi.
alors qu'on est tous en train de pioncer. Donc, la première étape, eh bien, c'est de prendre conscience, justement, de son sommeil. Et prendre conscience de son sommeil, se fait pas forcément nécessairement comme ça. C'est-à-dire que, en général, quand on vit, etc., notre vie comme ça, un peu sans conscience, on ne se souvient même pas réellement de ce qu'on est. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous souvenir de vos émotions, de vos états d'être, de vos pensées et de ce que vous faites. Voilà, vous le faites un petit peu machinalement, comme une machine. Hop, je vis dans ma vie, voilà. Le matin, il faut que je me lève, il faut que je prépare mon petit déj, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y a tout un programme dans la journée qui est prévu. Et puis on fait ça un petit peu machinalement parce que le monde malheureusement dans lequel on vit actuellement, il nous pousse à ça, c'est-à-dire qu'on se laisse bercer finalement par le flot ambiant comme ça, où on a des tas de choses à faire, des tas de préoccupations, et puis finalement, voilà. Donc tout ce monde-là, en fait, le gros problème en fait de cet état numéro 2, c'est que on n'arrête pas le flot de nos pensées intérieures, on n'arrête pas le flot de nos émotions, et du coup on est toujours bercé par ça, et finalement on se laisse endormir par toutes ces choses-là. Donc, la première étape pour s'éveiller, c'est de prendre conscience et de se convaincre qu'on est en état de sommeil. Et ça, bon, déjà, une fois qu'on a compris cette étape-là, on a compris pas mal de choses. Moi, il y a une chose qui me frappe particulièrement, c'est que tous les soirs, quand vous allez vous coucher, vous allez dire à quelqu'un bon bah dors bien. Est-ce que le matin, vous pensez à dire aux gens qui vous entourent bon éveil? On dit bonjour, on dit voilà, mais on dit pas bon éveil. Par contre, on dit tous les jours dors bien. Alors ça, voilà quoi. Donc, je vous invite à essayer déjà, parce que dans l'énergie, comme disait tout à l'heure Marie, le verbe il est créateur. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous un bon éveil. Ah. Ah. Bon, il n'y a rien de nouveau dans tout ça, hein, dans ce que je vous raconte, parce que, voilà, hein, dans les textes sacrés, c'est souvent répété. Éveillez-vous, veillez, ne dormez pas. Ça, dans les textes sacrés, il y en a beaucoup dans toutes les traditions. On le répète et voilà quoi. Donc, la première étape, donc, pour arriver justement à rentrer dans la conscience de soi, c'est donc, comme je vous l'ai dit, de prendre conscience qu'on est en état de sommeil. Et la deuxième étape, c'est aussi d'arriver à prendre des photos mentales de soi. Ce qui constitue en fait la première étape pour commencer à rentrer dans cette conscience de soi. C'est-à-dire que il faut de temps en temps, par exemple, quand vous rentrez surtout dans des émotions un peu vives, de toutes sortes que ce soit, hein, de la joie, de la peine, de la colère, ou ce genre de choses, essayez de vous regarder et vous dire, bon, ok, j'ai cette émotion, je l'accueille, mais qu'est-ce qui en moi a bien pu générer cette émotion? C'est un petit peu ça, prendre des images mentales de soi. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu un processus alchimique. C'est-à-dire que quand on vient mettre de la lumière à l'intérieur de soi, c'est un petit peu comme certains produits chimiques. Quand on les met en lumière,
ça crée quelque chose qui va changer le caractère de ce produit chimique. C'est valable à peu près pour tout. Par exemple, l'eau, si on la laisse longtemps en plein soleil comme ça, elle peut un peu verdir, il y a des choses à l'intérieur qui se passent. Et en nous, c'est pareil. Et c'est ça, en fait, l'observation de soi. Et donc, cette observation de soi est un instrument d'éveil. Parce que ça permet, comme ça, de mettre en lumière nos parts d'ombre, nos parts qu'on ne veut pas voir, et ça nous permet aussi de faire tomber les masques. Mais aussi les masques qu'on se met soi-même, mais aussi que nous ont mis notre éducation, notre culture, et tous ceux qui nous ont bercés depuis qu'on est petit. Voilà. Et la plupart d'entre nous, en fait, on croit qu'on est dans un état de conscience de soi, et puis justement, de temps en temps, eh bien, il nous arrive des choses dans la vie où on va réagir vivement, ou voilà. Et puis on se dit, ouais, en fait, c'est juste un accident momentané, mais c'est pas moi, quoi. En fait, si, quoi. Parce que la plupart du temps, on vit que des accidents momentanés, en fait. Et puis on se voit la face, quoi. Comme ça, on est tranquille, et voilà, quoi. Et en fait, donc, notre machine qui est notre corps, notre mental, notre esprit, elle est vraiment faussée, justement, par ce fait qu'on soit endormi. Et du coup, ça nous limite dans nos possibilités, ça nous limite dans ce qu'on va pouvoir réaliser, et en fait, ça retire à la vie ce qu'elle pourrait réellement nous offrir. Et donc, c'est vraiment essentiel d'arriver à se regarder intérieurement pour arrêter de se voiler la face, et puis essayer vraiment d'être un soi entier. Et justement, cette étude de soi, le fait que vous preniez comme ça des photographies mentales de moments comme ça, ponctuels, et plus vous allez regarder comme ça à l'intérieur, et plus vous allez vous regarder faire de l'extérieur comme ça, plus vous allez distinguer, en fait, qu'il y a une différence énorme entre mon moi et entre le vrai moi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que vous croyez être intérieurement et en fait ce que vous êtes vu par l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a comme une dissociation entre mon vrai moi et on va l'appeler l'autre, le vrai lui, en fait. C'est-à-dire que du coup, ça vous permet de vous voir vous, mais aussi de voir l'autre en vous. Et ça vous permet justement de prendre conscience du masque que vous portez, du jeu que vous jouez inconsciemment et que vous êtes obligé de vivre. Parce que depuis tout petit, on vous a conditionné comme ça et que quelque part, il faut, si vous voulez, vous délivrer de ce moi pour que le vrai moi interne puisse se réveiller et que ça devienne lui le maître et que l'autre ne devienne que le serviteur. Parce que pour l'instant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on vit extérieurement qui se révèle. Et ça nécessite vraiment d'être sincère avec soi-même et de ne pas se mentir. Et tout le problème, en fait, qu'il y a par rapport à ce qui est généré justement par l'extérieur et qui nous empêche, en fait, d'être dans notre vrai moi, et c'est ce qu'on appelle, en fait, le problème de l'identification. C'est-à-dire que on s'identifie sans cesse à une émotion, à ce qu'on veut réaliser, à ce qu'on veut mettre en place. Et tout ça, on s'identifie, on prend part du sujet, on se le prend et puis on s'identifie à ça. C'est comme si nous et puis cette émotion, c'était pareil. C'est comme si nous et ce travail, c'était pareil. On s'identifie. Et donc du coup,
ça nous empêche en fait de nous libérer des contraintes qu'on se pose en s'identifiant à quelque chose. C'est-à-dire que dès l'instant où on s'identifie à quelque chose, on ne peut pas être dans l'acceptation du grand tout et être dans la conscience. Parce qu'on s'est dit, ben voilà, moi j'ai telle mission, je m'identifie à cette mission, et puis je m'en décolle pas, et puis du coup on n'est plus dans l'écoute de ce qui vient dans l'instant présent, dans le moment T, ici et maintenant. Parce qu'on s'identifie, ben voilà, là, par exemple, aujourd'hui, mon père il est mort, je suis dans la tristesse, je suis dans la tristesse, je suis dans la tristesse, et puis du coup j'en oublie de voir toutes les belles choses qui m'entourent, toute cette terre, toute cette nature, toutes les énergies merveilleuses qui m'entourent. Parce que je m'identifie à l'émotion que je vis en ce moment, et donc du coup, ben voilà, je suis dans la tristesse, et donc du coup, j'ai le droit de faire comme ci, j'ai le droit de faire comme ça. Ben non, voilà, c'est... Non. On peut ponctuellement ressentir une émotion, ok, on l'accueille, on la regarde, voilà, mais il ne faut pas s'identifier à elle, il ne faut pas rentrer dedans comme ça. Il faut juste laisser, ok, je l'accueille, là j'ai cette émotion, mais moi et elle, il y a une différence. Je ne suis pas elle. On s'en éloigne. Et le problème, en fait, de ces identifications, c'est parce que on passe notre temps à faire en sorte que, quelque part, ce truc d'identification, c'est un petit peu pour que l'autre, il ait des attentions sur nous. Parce que les personnes pensent toujours qu'on ne les apprécie pas assez. Et en fait, on est tous des divinités, on est tous des milliards de mondes intérieurs. Il n'y a pas besoin d'apprécier ou pas apprécier, ça c'est se mentir. C'est juste qu'on s'identifie à des choses en disant, mais voilà. Et du coup, c'est simplement parce qu'on pense qu'on manque de considération. Et c'est ce problème de considération envers soi ou la considération envers l'autre. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de faire en sorte que l'autre nous considère, ou alors on a envie aussi, par exemple, de considérer l'autre. Alors, on est dans ces deux peurs. Soit la peur de ne pas être soi assez considéré, ou soit dans la peur de ne pas assez considérer l'autre. Et donc du coup, on est sans cesse comme ça, à faire des va-et-vient, pour essayer de se débattre en disant, est-ce que j'ai assez considéré l'autre? Est-ce que je me suis assez considéré moi? Est-ce que si, est-ce que là? Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que ce problème de considération, c'est ça qui crée en nous un sentiment d'injustice. Et du coup, si on veut vraiment se libérer de ces injustices, il faut se libérer de ce problème de considération. Et si vous voulez, il y a des personnes qui vont tellement loin en fait dans ce problème de considération que du coup, ils vont jusqu'à faire en sorte de s'empêcher de vivre. Il y en a qui vont appeler ça sincérité, honnêteté, authenticité, mais tout ça c'est juste un rapport de moi à l'autre. Est-ce que l'autre me considère assez? Est-ce que l'autre ne me considère pas assez? Et je vais lui montrer que j'ai raison et que toi t'as tort. Tout ça c'est lié à la dualité en fait. Ces histoires de considération. Moi je considère que le rouge c'est ma couleur préférée. Et puis l'autre en face il va dire mais non, la couleur la plus magique c'est le violet. Et puis voilà, et tous les deux, ils ont raison, puisque dans leur réalité à chacun, parce que peut-être que moi, pour moi, la couleur la plus magique, c'est le rouge, puis l'autre en face, il va me dire, bah non, la couleur la plus magique, c'est le violet. Non, on a tous les deux raison, il y a deux réalités, il y a plein, et on est des milliards d'individus, il y a des milliards de réalités possibles. Et il faut prendre en compte que tout ça, en fait, on a chacun notre réalité, chacun notre manière de voir les choses, et puis voilà. Donc, si vous voulez, tous ces problèmes en fait de considération génèrent tous ces conflits. Et en fait, tous ces conflits, ils sont juste créés par des gens qui sont endormis. C'est-à-dire que ce que je viens d'expliquer là, ces problèmes de considération,
ça génère des guerres, ça génère des... Et par exemple, si on va sur un champ de bataille, en fait, les gens, ils se font la guerre entre eux, mais ils se font la guerre entre endormis. Si les gens ils commençaient à s'éveiller, il y aurait plus de guerre. C'est-à-dire que de prendre conscience qu'en fait, c'est juste des histoires de points de vue différents, et qui ont les deux, ils ont raison. On peut s'abstraire comme ça de la dualité, peu importe selon le point de vue qu'on va prendre d'une chose ou d'une autre, eh bien, on s'aperçoit que finalement, les deux, ils œuvrent pour la même chose. Je veux dire, dans son âme intérieure, aucun humain ne fait les choses consciemment et volontairement pour le mal et pour faire le mal. Je veux dire, c'est juste une question de point de vue. Chacun, je pense, veut vouloir servir le bien, et selon la manière dont on voit ce bien, et bien en fait, ça conduit à faire des choses différentes. Et donc, dès l'instant où on accepte ça et on se libère de ce truc de considération et d'identification, on arrive justement à prendre cette liberté et on ouvre son champ de conscience pour justement pouvoir aboutir à cette conscience objective. C'est-à-dire que je ne vois pas juste le monde par rapport à mon filtre à moi, mais je vois le monde avec un filtre beaucoup plus large. J'essaie d'élargir le point de vue. Et donc justement, cette étude de soi, ça permet déjà, hop, je prends du large avec moi, hop, je me vois faire, et après justement, d'être entraîné à faire hop, et bien, ça me permet après d'ouvrir mon champ de conscience sur une réalité objective des choses qui m'entourent, quoi. Bon, c'est un travail long et difficile, mais on essaye, hein, voilà quoi. On essaye, c'est déjà pas mal. Et bon, pour faire ce travail, il ne faut pas non plus que vous croyiez démarrer comme ça le travail avec un véhicule, avec une machine toute neuve. Non, on a quand même des années et des années de fausses vérités, de pensées désagréables, de situations stupides qu'on vit, qu'on fait. Et en général, qu'est-ce qu'on fait ? On blâme les autres, parce qu'on ne peut pas se voir, franchement. C'est difficile de se dire, bah ouais, merde, c'est toujours plus facile de dire, bah non, c'est toi. C'est plus facile, c'est l'autre, comme ça, je suis tranquille. Et en fait, pour vivre avec tout ça, avec toutes nos contradictions intérieures, parce que finalement c'est juste ça, il y a des fois, tout le monde, on fait tous des choses qui sont parfois en contradiction avec l'être divin et merveilleux qu'on veut être à l'intérieur. Et bien en fait, ces contradictions, je vais vous appeler ça des tampons, parce que je trouve l'image formidable. Vous voyez tous les wagons de chemin de fer. Entre deux wagons, il y a des tampons qui font le lien et qui permettent, en fait, à chaque fois que la locomotive avance, s'il y a des chocs, s'il n'y avait pas de tampon, à chaque fois qu'il y aurait un choc, ça fragiliserait la structure, les wagons ils se rentreraient dedans, ça ferait des coups durs, et du coup ça mettrait en péril tout l'édifice. Et donc du coup, nous, on a tout un tas de tampons à l'intérieur de nous, qui font en sorte que ça amortit justement ces chocs. C'est-à-dire que, finalement, voilà, quand on est en contradiction à l'intérieur de nous, depuis tout petit, depuis l'enfance, on s'est créé tout un tas de tampons intérieurs pour masquer ces contradictions. Parce que pourquoi ? Si d'un coup, vous vous éveillez comme ça à une conscience et que vous voyez en même temps l'intégralité de toutes vos contradictions intérieures, vous deviendrez par jour. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Et donc, comme on ne peut pas tuer la conscience, parce qu'elle est là, elle existe, on préfère la masquer avec des tampons. Voilà. Donc, donc tous ces tampons, ils sont créés soit artificiellement par votre éducation, par le contexte dans lequel on vit, et voilà, un des boulots aussi qui nous est nécessaire pour arriver à cet état de conscience objective ou d'éveil, c'est d'essayer
de repérer ces tampons et de les supprimer. Alors on ne va pas les faire tous d'un coup, mais voilà. Mais à chaque fois que vous en voyez un, essayez de vous dire ah ouais, là quand même ce que je fais c'est un peu en contradiction ce que je fais, ce que je veux vivre. Bon ok, j'ai un tampon à ce niveau-là, ça va bien se passer. Au moins déjà d'essayer de les repérer, vous avez fait 50% du boulot pour les supprimer. Donc voilà. Mais bon, c'est sûr que cet état d'éveil, ça nécessite que il y a un chemin avant à faire. Et donc il est possible qu'à ceux vraiment qui la cherchent en fait, qui le veulent et qui sont prêts à lutter pour travailler sur eux et pour détruire justement ces tampons. Alors c'est sûr que ça nous nécessite d'aller à la rencontre de certaines de nos souffrances intérieures, qui sont liées justement à ces sentiments de contradiction. Mais une fois que c'est fait, on commence à pouvoir ressentir cette conscience objective. Et cette conscience objective, c'est pas une souffrance. Il y a une immense joie qui se cache derrière elle, un amour, une joie. Et vous allez voir, c'est un amour et une joie d'un caractère nouveau qu'on sent, mais qui vient vraiment de l'intérieur, de toutes nos tripes, de tout notre être, et qui nous expanse comme ça. Et plus vous allez maintenir en fait votre état de conscience dans cet état de conscience objectif, et plus elle va durer longtemps, et plus vous allez avoir envie d'y retourner et d'y goûter. Alors bon, c'est sûr que voilà, c'est pas facile. Faut essayer de la maintenir de plus en plus souvent, mais bon, en tout cas, ce qu'il en est, c'est que elle va opérer de plus en plus efficacement pour faire en sorte qu'elle se maintienne dans cet état. On va essayer d'être dans un état de conscience objectif permanent pour être ce qu'on appelle un homme permanent. Donc voilà. Donc c'est bien d'essayer d'arriver comme ça à essayer de vivre certains moments de la vie, mais vraiment voilà, hop, avec la conscience objective, c'est-à-dire que je stoppe mon discours intérieur, je me mets en état de réception et d'observation totale et d'interaction totale avec le monde, et puis j'essaye d'œuvrer comme ça, c'est-à-dire que voilà, je vais vous donner un exemple. La dernière fois, je me suis dit, bon ben voilà, je pars au marché faire mes courses, et puis je me suis dit, bon voilà, je vais essayer de me mettre dans cet état de conscience permanent, et puis voilà, donc je fais la route qui part à la montagne, comme ça, et puis j'observe la montagne et tout ça, donc je me dis, voilà, c'est cool, je suis en état d'éveil, et puis je commence à faire la route, je fais quelques pas, etc. Enfin, je roulais, mais j'observais la montagne, j'étais émerveillée par la beauté de ce que je voyais, voilà. Et puis j'ai ma fille là qui me dit, oui maman, j'ai envie de vomir. Alors je m'arrête et tout, machin, je descends, je la fais prendre l'air et tout, je la remonte, machin, et ben je me suis endormie, je me suis réveillée que le soir. Bon, j'ai essayé. Mais c'est ça, c'est-à-dire que bon, on peut se dire à ce moment, bon allez hop, choisis là d'être en conscience, et puis au fur et à mesure, vous allez voir que eh bien, ça va venir au fur et à mesure, quoi. Bon, ce qu'il faut faire, donc il y a cette histoire de tampon qu'il faut supprimer, c'est-à-dire essayer de regarder quand est-ce qu'on est en contradiction, etc. Et voilà. Mais il y a aussi à supprimer aussi toute cette histoire de dualité, de bien et de mal. C'est-à-dire que si vous voulez être dans un état de conscience objective permanent, on doit créer l'unité en nous pour ne former qu'un soi permanent. Parce que toute cette notion de sens moral, de bien et de mal, elle n'existe pas. Ou elle peut exister que dans un homme permanent. Or, nous ne sommes pas des hommes permanents. C'est-à-dire que justement, comme je disais tout à l'heure,
selon les émotions qu'on vit, selon qui on est, etc., avec tous les tampons différents qu'on utilise, parce que justement, on est en contradiction tout le temps avec nous-mêmes, on change toujours d'être, on change de masque souvent, voilà. Et donc du coup, eh bien, un jour on va se dire, ah bah tiens, bah, faire ça c'est pas super cool et tout, et puis le lendemain on va faire exactement ce qu'on vient de dire que c'est pas cool de faire, quoi. Parce que justement, selon les conditions dans lesquelles on est, selon ce qu'on vit, etc. Donc dès l'instant où nous on n'est pas dans un état de conscience objectif permanente, on ne peut pas avoir de jugement correct sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Ou on ne peut pas non plus avoir de sens moral, parce que ça n'a pas de sens. Si on est toujours différent selon le tampon sur lequel on appuie pour se dire, pour se voiler la conscience, eh bien, on ne peut pas justement être dans cette notion de bien ou de mal. Et en fait, justement, on sort de cette notion de bien ou de mal quand on a fait la paix à l'intérieur. C'est-à-dire que on s'accepte comme un soi unique, un moi unique et permanent, qui est son réel soi. Mais pour arriver à ça, encore une fois, il faut d'abord avoir enlevé tous ces tampons, il faut aussi supprimer justement cette notion de jugement. Parce que sinon, on est encore dans cette dualité. Et c'est quand on comprend bien que, en fait, quelque part, qu'on va nulle part et qu'on ne sait pas où aller, que là, l'éveil, il est possible. Parce que justement, on se crée en fait tous ces états parce qu'on s'identifie à ce qu'on fait, à ce qu'on veut aller, là où on veut, aux objectifs qu'on s'est donnés, etc. Alors que justement, quand on se libère de ça et qu'on devient un être ici et maintenant, quand on comprend que on va nulle part et qu'on ne sait pas où il faut aller, c'est-à-dire que là, hop, on vient dans un être d'être du présent, ici et maintenant. Et là, on peut arriver à s'éveiller. Parce que justement, on est dans l'acceptation du tout. Du tout est possible. On est dans l'être. Voilà. Et ça permet, si vous voulez, d'arriver à faire en sorte qu'on soit dans cet état-là. Alors bon, on est en chemin, c'est pas facile. Mais je vous dis, il ne faut pas se mettre la pression en se disant oui, voilà. C'est juste qu'il faut s'accepter, se voir faire, et puis essayer de faire en sorte que pas par pas, on va enlever tel tampon. Pas par pas, je vais me dire, bon bah tiens, aujourd'hui je vais essayer de me mettre en état de conscience, de réelle conscience. Voilà. Si vous voulez, l'homme, il est aussi essentiellement constitué en deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'essence. L'essence, c'est tout ce qui est à lui. Et après, il y a la personnalité. Et ça, c'est tout ce qui n'est pas à lui. Tout ce qui constitue en fait cette personnalité, eh bien, c'est justement ces tampons. Donc, il faut vraiment être vigilant, essayer d'aller les repérer et de voir justement où est-ce qu'il faut aller gratter, chercher, pour faire en sorte d'être un homme libre de ça et d'arriver à ressentir l'énergie universelle. C'est bien aussi, pour ce travail, d'être accompagné par un être qui est déjà lui-même éveillé, c'est-à-dire dans une conscience objective. Parce que si vous êtes accompagné par quelqu'un qui dort, on peut être des milliers comme ça, à rêver ensemble qu'on s'éveille, mais on le rêve, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de s'appuyer sur quelqu'un qui est déjà en état d'éveil pour faire en sorte qu'il vous dise si oui ou non vous êtes en train de rêver ou pas. Parce que si on est des milliers à être endormis en même temps et qu'on veut aller vers l'éveil, on peut le rêver, ça restera que du rêve en fait. Voilà.
Donc c'est bien d'être accompagné par quelqu'un comme ça. Et je sais qu'il y a une étape dans le travail qui est un petit peu délicate, c'est que quand justement vous avez pris conscience que en 1, que vous avez pris conscience que vous dormez, en 2, vous avez commencé à vous regarder, à savoir qui vous êtes. En 3, vous avez commencé à enlever quelques tampons, etc. Et là, en 4, justement, c'est là où c'est intéressant d'être accompagné par une personne qui est lui-même déjà en état d'éveil. C'est que cette personne, elle peut éventuellement, à ce moment-là, en fait, quand on commence à virer les tampons et tout ça, cette personne, elle va vous dire peut-être quoi faire et vous appuyer sur elle. Et c'est bien d'arriver réellement à se soumettre à la volonté de cette personne. Parce que, justement, cette personne, parce que justement quand cette personne va vous donner des indications, elle va justement appuyer sur les points qui vous font peur. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, si à chacun d'entre vous, je vous pose la question, maintenant, vous allez vous soumettre à ma volonté et faire exactement tout ce que je vous dis de faire, immédiatement, dans chacune de vos têtes, il y a des peurs qui arrivent. Et toutes ces peurs, c'est des tampons. Parce que en fait, je sais pas, l'autre il va dire ah ouais, mais j'ai peur qu'ils me disent d'aller me foutre à poil au milieu de l'esplanade là, et puis voilà. Et en fait, c'est parce que peut-être cette personne elle a peur de son corps. Et donc du coup, clac, je crée un tampon. Et en fait, donc essayez de vous poser cette question-là, voilà. Si je devais vraiment me soumettre à la volonté de quelqu'un, quelle serait ma plus grande peur? Et la plus grande peur là qui vous vient tous imaginer immédiatement à la tête, c'est votre plus gros tampon. Donc c'est une clé en fait, comme ça, que je vous donne un petit peu pour travailler. Mais c'est... voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur cet état de conscience et d'être. Et donc je peux un petit peu... donc voilà. Donc la plupart d'entre nous, même moi encore, je suis encore dans la plupart du temps dans ce qu'on appelle la conscience lucide. Je navigue le plus souvent possible. Maintenant, je navigue entre la conscience lucide et la conscience de soi. C'est-à-dire que je me regarde beaucoup faire en ce moment quand il y a des choses qui m'échappent, je suis oula, bon, faut que je rectifie le tir, faut que je vois sur quel tampon j'appuie aussi, voilà. Et puis de temps en temps, maintenant, je m'octroie des temps où j'essaye d'être dans cette conscience objective, d'acceptation comme ça du grand tout. Voilà. Donc un petit peu, je vous répète un petit peu les étapes que je vous ai détaillées. Donc en 1, quand on est dans cette conscience lucide, en 1, il faut qu'on prenne conscience qu'on est en train de dormir. En 2, je prends des photos mentales de moi pour arriver à faire une étude de soi. En 3, je prends conscience que j'ai des tampons et j'essaye de faire en sorte de supprimer ces tampons. En 4, je supprime le sens moral et la dualité. Et là, après, je peux rentrer justement dans cette conscience objective qui correspond en fait à un état d'éveil permanent. Voilà. Donc j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous raconter, mais je pense qu'il y aura des questions peut-être. Non ? Où est-ce qu'on trouve un être éveillé ? Ah, écoute, je crois que sur Terre, on a la chance de vivre dans une période où il y en a de plus en plus. Et je pense que à un moment donné, quand tu seras prêt, forcément tu t'en trouveras un sur ton chemin. Oui, Bernard. Alors, les plus grands maîtres pour aller vers l'éveil, c'est souvent votre conjoint, vos enfants, votre frère, votre soeur, votre mère. À chaque fois qu'ils vous embêtent, ils appuient là où ça fait mal. On est assez d'accord. On est assez d'accord. Je voudrais
Mais il ne faut pas réagir avec ces tampons. Je connais une phrase qui va dans le sens en Inde, on dit que le yoga de la vie de couple est le chemin direct vers la sainteté. Je vais rebondir là-dessus, parce que bon, si j'ai une phrase écartelée qui disait ça. Il disait, vous croyez que vous êtes un être éveillé et spirituel? Voilà. Allez vivre 15 jours chez vos parents. Ouais. Au niveau des tampons, j'ai fait le rapprochement avec le livre d'Écartelé, Le pouvoir du moment présent, où lui met tout. C'est une grosse boîte Lego, mais j'ai l'impression que je pourrais mettre tous les petits tampons dans sa grosse boîte. Ouais. Tu vois, et qu'en fait, toi tu dissocies, tu vois, chaque petit compartiment, et que lui, il a tout mis dans la même boîte. Quoi. Et c'est vraiment Faut que tu recommences. Tu peux le dire pour moi. Oui, elle fait référence en fait à un travail d'Écartelé où en fait lui, les tampons, il appelle ça des Legos où il va tous les mettre dans une boîte et puis voilà. En fait, c'est Lego, Voilà. il met tout dans Lego. Oui. Oui, on peut appeler ça ego, mais pas que en fait. En fait, Parce que il faut d'abord essayer de faire en sorte d'être réveillé pour pouvoir justement voir ces tampons. Parce qu'il y a des fois, justement, le plus gros piège en fait de ce truc-là, c'est qu'on croit tous être dans la conscience de soi. On n'a pas conscience qu'on dort, on croit tous maîtriser ce qu'on dit, ce qu'on fait, et on croit tous être notre vrai moi, quoi. Et en fait, non, on se ment en permanence. C'est-à-dire qu'on met des tampons pour effacer les trucs pas trop cool qu'on vient voir. On dit oui, c'est un accident ponctuel, je suis pas comme ça. Ou oh, c'est pas grave. Non, non. lui, en fin de compte, il dit qu'à un moment donné, ton ego est tellement fort que c'est lui qui prend possession de toi, Mhm. tu vois, et qui te fait agir d'une certaine façon. Et en fin de compte, que toi, tu t'es complètement effacé, complètement oublié, pour mettre en avant le lui. C'est ça. Voilà. Mhm. Peux-tu nous donner quelques exemples de comment tu enlèves les tampons? Comment j'enlève les tampons? Alors, voilà, moi si tu veux, je vais te parler de mon exemple personnel. C'est-à-dire que moi, un des plus gros tampons, et c'est lié en fait à une souffrance intérieure, c'est-à-dire que quand on m'écoute pas, ça me fait péter les plombs. Et puis je pète les plombs, tu vois, et puis 5 minutes après, je vais être super cool avec la personne. Et donc ça, souvent mes pétages de plomb, je les efface, quoi. Et je les efface, je ne vais pas les voir, c'est des tampons. Donc si tu veux, voilà. Et ce tampon-là, et je me suis dit, plus je me suis regardée, je me suis dit, non mais pourquoi tu pètes les plombs là? Et en fait, voilà, c'est juste que ça appuie sur une souffrance intérieure, et donc après, si tu veux, quand tu vois que en fait, le pourquoi tu t'as pété les plombs, et donc tu dis, ah oui, ok, ça appuie sur telle souffrance intérieure, donc je la prends, je l'accueille, je mets de la lumière dessus, et je travaille dessus. Voilà. Moi, voilà, c'est quand je me sens pas écoutée, comme j'étais pas vraiment écoutée petite, et du coup, voilà, pour être entendue, il fallait que je gueule, donc maintenant, à chaque fois que je me sens pas entendue, clac, je gueule, c'est un tampon. Donc maintenant, bon bah voilà, j'essaye d'accueillir. Quand je sens que ça monte, je fais ok, ça monte. Je me mets en recul, je m'observe. Ça va bien se passer. C'est ta souffrance intérieure qui s'active. T'es plus petite, t'es grande. Ok, c'est bon. Et en général, quand j'arrive à faire ça, les gens qui n'étaient pas à l'écoute à ce moment-là, là, ils se mettent à discuter. Oui, alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. Donc ça se libère tout seul. Voilà. Mais il faut s'observer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es dans un agissement, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. À chaque fois que tu te repères en fait dans un agissement, que tu dis bah ouais non, là je suis pas moi, tu dis ok, je me pose, je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà. D'autres questions? Oui? Oui, justement par rapport au tampon, c'est le trompeur et le glaçage des leçons.
on peut appeler ça aussi des mécanismes de défense. Alors c'est vrai qu'il y en a qu'il faut regarder en face, parce qu'au fond, ils sont peut-être pas si dangereux pour nous que ça, et que c'est plutôt mis en libérés et soulagés quand on arrive à les affronter. Mais on ne peut pas exclure aussi, je veux dire, parce qu'il y a la conscience, on peut aussi parler de l'inconscient, c'est important. Notre inconscient, il nous dit beaucoup de trucs, hein, justement. Et il y a des mécanismes de défense, moi je pense, auxquels il ne faut surtout pas toucher. Parce qu'il y a des traumatismes d'enfants, des traumatismes transgénérationnels, et tu y as fait un peu allusion tout à l'heure d'ailleurs, tu as dit, mais si on touche à ça, on devient margeau. Je pense qu'il y a des traumatismes, si la personne s'est mis ces mécanismes de défense, c'est qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle n'a pas dit ça, elle a dit si on voit tout d'un coup. Si tu veux, si effectivement tu ouvres la porte tout d'un coup et que tu vois en même temps toutes tes contradictions, tu deviens un zinzin. Mais si tu veux, le travail il est là. C'est-à-dire que dès l'instant où tu supprimes pas tous ces schémas, tous ces tampons, peu importe comment on les appelle, mais tant que tu as ces tampons-là, tu peux pas arriver à l'éveil. Alors je te dis pas du jour au lendemain, la personne, faut qu'elle s'en détache, mais si tu commences le travail tout doucement par des petits tampons anodins, du genre, bah voilà, je fais un travail énergétique, et puis en même temps, bah, je mange pas bio, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte de travailler avec la terre, pour l'élévation de la terre, et puis qu'en même temps je mange pas bio, bah ça c'est un tampon par exemple. Parce que je veux pas voir que je pollue je ne sais combien la terre, parce que juste pour me faire plaisir dans l'assiette et encore quoi. Donc là, ça c'est un tampon par exemple. Donc au départ, tu peux commencer par des petits tampons faciles comme ça, on va dire. Tu vois, juste des prises de conscience où là, quelque part, je suis en incohérence. C'est-à-dire que je veux œuvrer pour la terre, pour qu'elle s'élève, pour que l'amour et tout ça. Et puis en même temps, dans ma manière de consommer, je déverse des milliers de produits chimiques. Bon, bah, voilà. Ça, c'est un tampon, par exemple. Donc on commence en fait le travail par des petits tampons comme ça. Et au fur et à mesure, au bout d'aller creuser, on peut aller trouver justement des tampons plus importants, qui sont plus en profondeur. Mais je l'ai dit peut-être brièvement tout à l'heure, mais le travail de l'éveil, il nécessite d'avoir de la volonté et de ne pas avoir peur justement de souffrir, quoi, et d'affronter cette souffrance, d'aller creuser dans les profondeurs pour faire rejaillir réellement l'être qu'on est. Et donc il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. On se dit bon bah ok, je veux l'éveil, mais j'y vais, quoi. J'y vais, je vais voir, et puis même si ça fait mal, j'y vais, je regarde, quoi. Et voilà, faut pas se voiler la face. Faut pas se voiler la face, faut y aller, quoi. On se dit ok, on fait le travail ou on le fait pas, quoi. Et si on le fait pas, on dort. Conscience lucide. Là, si on le fait, on s'éveille. Après, c'est à chacun de se dire, bah, soit vous dormez, soit vous vous éveillez. Il y a un moment donné, faut pas y aller d'un coup et tout ouvrir, parce que là, forcément, on devient fou. Mais progressivement, on chemine vers cet éveil. La vie propose sans arrêt des épreuves, et le fait de remercier la vie quand il y a une épreuve, c'est un passage assez important. Plus que dire œuvrer. Pour moi, je ne pense pas que ce soit œuvrer à aller chercher, mais tous les jours, chaque instant, il y a des petites choses. Tout à l'heure, elle a dit merci. Et quand simplement apprendre à dire merci, dès qu'il y a une petite contrariété, une petite chose ou un gros choc, parce que la vie elle est aussi proposée avec des gros chocs, ça emmène vers cette porte qui va permettre justement de lâcher. Et c'est pas d'un vouloir, pour moi en tout cas, et ce que j'ai rencontré dans beaucoup d'enseignements, c'est pas d'un vouloir, c'est d'un lâcher. Je lâche avec la volonté de quoi que ce soit. Je lâche avec la volonté de dire c'est un travail. Je lâche avec la volonté. J'accepte la vie qu'elle nous propose, parce que la vie est une intelligence fabuleuse qui amène toujours à un point d'éclairage. Si on le passe, il y a une porte qui s'ouvre et elle amène petit à petit à une élévation de soi. Et à cette conscience qui amène justement à ce qu'on entend. Pour moi, mon expérience, c'est pas linéaire. C'est avec des hauts et avec des bas. Et les bas sont aussi importants que les hauts. Parce que le merci du bas est une porte qui s'ouvre.
Et la souffrance, à ce moment-là, souffrance physique, quand il y a un accident ou quoi que ce soit, elle n'existe quasiment plus. Elle permet justement d'avoir une ouverture, mais c'est fabuleux. C'est-à-dire que, waouh. Et là, c'est une force. Si chacun fait ça, c'est une force immense. Rien que ça. Merci. Une citation d'Arnaud Desjardins. Une dame lui demandait, mais comment puis-je connaître l'éveil avec tous les problèmes que j'ai? Et alors il a dit, c'est grâce aux marches de l'escalier que je monte au premier étage. Je voudrais parler des jugements. Ça vous intéresse? Alors, Don Miguel Ruiz. Vous connaissez Don Miguel Ruiz? Dans un livre, il a dit, les chrétiens, ils n'ont rien compris. Ils attendent le jugement dernier. Eh bien, c'est pas ça. C'est le dernier jugement. Lorsque vous aurez donné le dernier jugement sur vous-même ou sur quelqu'un, vous allez voir le degré de liberté que vous allez atteindre. Jésus a dit, ne jugez pas. Dans tous les stages de développement personnel, la première chose, c'est zéro jugement. Et lorsque vous jugez plus personne, vous n'imaginez pas comme vous pouvez vous sentir bien. Mais attention, le jugement, il est partout. Il est partout. Le jugement, c'est l'étiquette que vous mettez à quelqu'un. Non, pas le badge, l'étiquette. Celui-là, il est gros, celui-là, il est petit, celui-là, il fait les étiquettes. Le jugement, c'est aussi les différences que vous voyez entre les uns et les autres. C'est les comparaisons et c'est les mesures. C'est les mesures aussi. Parce que qui dit mesure, il y a un gagnant et un perdant, il y a un grand et un petit, forcément. Et dans les stages de développement personnel, je fais faire un exercice amusant. Regardez, vous voulez faire un compliment à votre copine. Elle est vêtue d'une robe. Vous lui dites, quelle est jolie ta robe? Vous savez ce qu'elle pense à ce moment-là? Elle se fout de ma gueule. Cette robe, elle a 10 ans, je l'ai dit parce que j'avais rien à me mettre. Elle est toute fanée, elle se fout de ma gueule. Vous avez cru faire un compliment, vous tombez à plat. Par contre, vous lui dites, j'aime ta robe. Oh, mais bien sûr que je l'aime ma robe. Elle a 10 ans. Elle est toute fanée, et je la mets toujours parce que je l'adore. Vous avez vu la différence entre un jugement, vous avez dit, elle est jolie ta robe, et j'aime ta robe. Vous avez saisi la nuance. Quelqu'un vous fait un cadeau. Merci, t'es gentil. Mais t'es gentil, ça veut dire que si je t'avais pas fait de cadeau, j'aurais été méchant. Non, 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 il faut jamais dire merci, t'es gentil. Merci, tout court. Voilà, les jugements sont partout. Oui, mais c'est un peu, on en rejoint encore à cette histoire de dualité, en fait, ce jugement. Et donc voilà, il n'y a pas de bien ou de mal, ou de mieux ou de moins bien. On en rejoint tout à fait à cette notion de dualité, qui est dualité bien souvent aussi, qui est basée en fait sur un sens moral qu'on nous a inculqué. Et alors qu'on irait dans d'autres traditions, dans d'autres pays, ce qui se fait ici est complètement interdit de faire ailleurs, ce qui se fait ailleurs est complètement interdit de faire ici. Et donc justement, on a tout ce sens moral qui nous induit en fait cette dualité. C'est-à-dire que, alors que justement, quand on est dans cet état de conscience objective, il n'y a plus cette notion de dualité, de bien ou de mal. Parce qu'on a conscience du grand tout et de ce qui est, quoi. On est là, présent, ici et maintenant, et sans jugement, sans morale, sans dualité, sans rien, quoi. Voilà. Juste dans l'être. Voilà, quoi. Attends, je donne la parole au monsieur là-bas, parce que tu as déjà pas mal tapé, Bernard. Oui, vas-y. Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que tu as partagé avec nous. Moi, ce que je voulais apporter, en fait, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de travail à faire avec nous-mêmes. Ce serait complètement utopique et très orgueilleux de vouloir s'attaquer à tout d'un seul coup. Donc, si petit à petit, on arrive à éliminer
un défaut, ou travailler sur quelque chose qui nous blesse ou qui nous entrave dans notre chemin. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'est pas seul. Et on oublie de demander de l'aide. On a des anges, on a des êtres qui nous accompagnent, on a des guides, et on a notre mère divine. C'est la seule qui, à la fin, peut nous aider à éliminer nos défauts. Donc il ne faut pas oublier de demander de l'aide, parce qu'on va la recevoir. Oui, mais effectivement, on peut demander de l'aide. Mais tu me parles des anges, des archanges, de Mère Divine. Oui, effectivement, ils sont là, ils nous aident. Mais ils sont à l'intérieur de toi. Donc, voilà. C'est comme tout à l'heure les lettres hébraïques. Moi, personnellement, quand elle l'a appelé, j'ai senti... ça sortait de moi. Parce que c'est une partie de moi qu'elle a appelée. Et on est tous, et vous tous, là, ici présents, vous êtes tous une partie de moi. Incarnée. Parce que, en nous, on porte le microcosme et le macrocosme. On est tout. Et donc, et on est tous, en plus, co-créateurs du monde dans lequel on vit. Donc, quelque part, je vous ai tous créés. Et vous m'avez créé aussi, vous, par inversement. Voilà, quoi. Non, mais on est tous co-créateurs du monde. Donc, à chaque fois que moi, je rencontre quelqu'un et que je lui parle, etc., ou même que j'émets des pensées, des jugements sur lui, c'est à une partie de moi que je m'adresse. Ça ne peut pas en être autrement. On est tous co-créateurs. C'est-à-dire qu'on est tous égaux, on est tous co-créateurs, on porte tous en nous le microcosme, le macrocosme, le tout, quoi. Le seul point important, c'est de prendre conscience que ben, justement, on est tout ça. Tout le monde. Voilà. Chacun d'entre nous. C'est comme les petites cellules qui sont à l'intérieur du corps. Et bien, toutes celles-là réunies, elles forment mon corps. Mais toutes, elles ont une individualité, une particularité, une fonction, et voilà. Mais il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. S'il y en a une qui déconne, c'est tout le corps qui déconne. Faites gaffe, hein, déconnez pas trop. Faites déconner mon monde, là, ça fait bon. Je peux faire un témoignage si tu veux bien. Ouais, vas-y. Ça va vous parler, je pense. Je voudrais faire un témoignage et c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. C'était avec un stage avec Marie, je vous raconte, comme quoi on peut vraiment se voiler la face et c'est tellement fréquent dans le monde spirituel. Donc on avait commencé le stage. Et puis j'ai une voisine qui est très à cheval sur la notion de propriété. Donc si on met un orteil sur ses terres, c'est la catastrophe. Donc il y a quelqu'un qui s'était mal garé. Et donc elle arrive au portail, très en colère, très agressive, etc. Donc je quitte le stage. Je vais voir ma voisine, souriante, oui, dans la tête, oui, je suis spirituelle, tu es ma sœur, je t'aime, etc. Tout le beau discours qu'on peut se faire, n'est-ce pas, hein, du violon. Et puis j'essaie d'accueillir sa colère avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de compréhension. Puis bon, elle repart, toujours en colère, et je reviens au stage, je m'assois, Marie continue son stage. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, il y avait TAV, on travaillait sur TAV. Je dis, Marie, il faut que je prenne la parole, est-ce que tu veux bien que je parle ? Et en fait, je me suis rendu compte combien je me suis raconté des histoires. Combien, en fait, j'étais moi aussi en colère, qu'elle me râlait devant mon portail et me dérangeait en plein stage. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'est lui en coller une. Et j'ai fait, oui, je t'aime, tu es ma sœur, je suis patiente, j'accueille ta colère, nanana. J'ai tous fait ça, hein. Et en fait, j'ai juste envie de te mordre. Voilà. Et regardez un petit peu à l'intérieur de vous, combien de fois vous avez pu faire ça. Et ça rejoint vraiment ce que dit Ariane. Et moi, c'est du vécu, et de se faire croire qu'on est sur une voie d'éveil, de se faire croire qu'on est quelqu'un de bien, et de ne pas pouvoir voir en soi le petit grain de sable qui fait que tu m'agaces quand même, toi, tu es en train de me dire, ouais, oui, tu as raison, chacun son point de vue. Non, je suis pas d'accord avec toi, ça m'énerve. Voilà, mais plein de fois, regardez en vous, ayez cette vision, comme tu dis, la conscience lucide, et ça fait un peu avancer, il faut de l'humilité pour ça. Et une grande remise en question, je rejoins l'enseignement des lettres aussi, et Tav m'a beaucoup appris là-dessus, c'est de vraiment regarder ce qu'on est réellement, et là je peux faire le chemin. C'est peut-être pour ça que c'est la première lettre, on parlera drôlement mieux demain. Je voulais vraiment le partager parce que moi j'ai pris une baffe ce jour-là, ça m'a fait du bien, donc j'essaie toujours de faire attention.
le petit grain de sable, parce que vous ne le voyez pas, hein, on fait le tampon, on se fait croire que, on ne le voit pas, et puis du coup, ah, je suis quelqu'un de vachement bien, j'aime tout le monde, super. Donc à la limite, au début, justement, quand vous êtes dans cette étape de conscience de soi, plutôt que de se mentir, bah allez-y, tant pis, vous n'y arrivez pas, vous êtes en colère. On laisse passer la colère plutôt que de se croire que, voilà. Non. Quand une émotion, elle est là, faut la faire sortir, faut la vivre. Elle est là, elle est là. On se ment pas, on dit bon ok, voilà, j'y vais. Je la vis mon émotion. Et puis après, vous essayez de comprendre pourquoi elle était là, cette émotion. Mais il faut pas mettre des trucs dessus, non, non, je veux pas voir ça, non, non. Une émotion, elle est là, on y va, on la vit à fond, et après, je me dis, bon, allez. Après, je débriefe, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, quoi. Faut accepter, quoi, c'est tout, quoi. Ouais. On va parler en fait d'une manière où on est identifié, une manière de vivre, on est identifié, on va dire, on est dans une manière de vivre, une conscience lucide ou une conscience, on va dire, la conscience de soi. Où on est dans les lettres, où on est avec l'ego, ça veut dire. Si on est avec l'ego, c'est vrai qu'on est dans une manière de vivre où on est dans l'identification. Et donc l'identification, on est avec l'ego. Les maîtres nous ont enseigné, bon, rien ne dit que c'est... Viens ici si tu veux en parler, comme ça tout le monde t'entendra. Fais pas peur. Hein. Oui, parce que je t'en parle. Non, on est sûr qu'il n'est pas dans le... Voilà, on est pas Voilà. Tu peux reprendre au début? Non. C'est juste pour... il n'a pas son badge. C'est juste pour compléter Eric. Eric. Juste pour compléter un petit peu. Si tu veux t'appeler... Oui. Si tu veux t'appeler Valérie, au fait. Et en fait, c'est pour dire que il y a des maîtres, bon, Lauriane nous a expliqué que c'était, ils appelaient les tampons. Ce sont des enseignements qui viennent de Gurdjieff, mais il y a plusieurs maîtres qui ont donné aussi d'autres enseignements et qu'ils ont appelé ces différents tampons, ils appellent aussi détails. Détails. Des détails. C'est-à-dire que des détails, il y en a à chaque moment de notre vie. Ce sont des détails. Ce sont des petits détails, des fois qu'on ne fait pas attention. Et pourtant, ces détails-là forment des moi psychologiques. Qu'on les appelle tampons, qu'on les appelle détails, qu'on les appelle moi psychologiques, agrégats psychiques, ce sont toujours les mêmes, ce sont toujours des défauts. Des défauts psychiques qui sont formés, qu'on forme dans la partie, on dirait dans notre partie, à l'intérieur de soi. Elle nourrit quoi? Elle nourrit la fausse personnalité. La personnalité est au service ou de l'être ou de l'ego. Quand elle est au service de l'ego, on appelle ça la fausse personnalité. Mais quand on commence à travailler sur soi, travailler en conscience pour éliminer l'ego, pour éliminer les différents moi psychologiques, les agrégats psychiques, les tampons, les détails, tout ça, à ce moment-là, on fait un travail en conscience et là, à ce moment-là, on développe la vraie personnalité, la personnalité au service de l'être. Ça, c'est le travail. Mais ce qui se passe, nous, notre travail à nous, il consiste à nous comprendre. C'est pour ça que connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers des dieux. Se connaître soi-même, c'est voir en nous ces détails, ces défauts, ces agrégats, ces tampons qui, eux, nous emprisonnent une partie de conscience. Tous ces détails sont des particules qui emprisonnent une petite pourcentage de conscience. C'est pour ça qu'on n'est pas complètement conscient. Parce qu'en fait, tous ces détails, tous ces moi emprisonnent une particule de conscience. C'est pour ça que notre travail, c'est de s'auto-observer, de voir ces détails, ces défauts qui nous font souffrir, qui sont la cause de nos souffrances, et les éliminer. L'élimination, on va pouvoir en faire certains, mais c'est toujours notre mère divine, comme m'a dit Chantal, qui va faire l'élimination des moi. Je vais vous donner une pratique si vous voulez ce soir. Il y a un mantra qui permet
de travailler avec la mère divine qui s'appelle le mantra Inri. Ce mantra-là, c'est le mantra de la mère divine. Et quand vous avez compris un défaut qui vous fait souffrir, que vous avez observé durant la journée, le soir vous pouvez faire une rétrospection, voir qu'est-ce que c'est qui vous a fait souffrir. Une fois que vous avez bien compris, vous vous mettez à genoux et vous demandez à votre mère divine d'éliminer ce détail en faisant ce mantra Inri. C'est pour ça que les Arabes, ils se mettent, comme les musulmans, ils se mettent le front au sol, mais en fait, parce que quand ils font cette manière de se mettre à genoux, c'est pour honorer la mère divine, d'accord? Ils ne savent pas forcément pourquoi les musulmans se mettent de cette manière, mais c'est parce qu'ils honorent, en fait, en faisant le mantra Inri, en se mettant le front au sol, pour pouvoir faire ce mantra-là, le mantra Inri, et demander l'élimination, parce qu'en fait, on doit faire preuve aussi en même temps d'humilité. D'humilité, demander à sa mère divine d'éliminer ce défaut. Parce que certains défauts, on les a cristallisés, on doit les comprendre, mais ça peut être qu'une sagesse supérieure qui peut l'éliminer. Parce que des fois, nous, on est comme un enfant. On est comme un enfant qui sont au début d'un chemin. Et notre mère divine, c'est une divinité très élevée. Et elle peut l'éliminer. Mais nous, on est comme un enfant. Pour l'éliminer, on ne peut pas parfois. Et il est nécessaire de demander à sa mère divine d'éliminer un défaut. Comme ça. De le comprendre. Si on ne comprend pas, elle ne pourra pas l'éliminer. Vous savez pourquoi elle ne pourra pas l'éliminer? Parce que la partie consentive, elle sera dans l'ego, qu'on n'aura pas compris. C'est nécessaire de comprendre. Quand on aura bien compris, on pourra demander à sa mère divine d'éliminer le défaut. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Oui. Après, il ne faut pas non plus se voiler la face. J'appuie ce que tu dis, hein, je suis d'accord que les êtres spirituels peuvent nous aider, mais il ne faut pas se dire oui, voilà, là j'ai tel défaut, je vais appeler la mère divine et puis tout sera réglé d'un coup. Ok? Non, mais je précise. J'ai dit qu'il fallait comprendre. Oui, non, mais j'appuie. Non, mais je suis d'accord avec toi que la mère divine, elle peut nous aider. Mais il faut vraiment avoir compris, intégré et être dans la volonté de changer. Il ne faut pas se dire, ah bah tiens, là j'ai un petit défaut, mère divine, tu peux pas m'enlever le défaut, s'il te plaît. Voilà, il faut vraiment le vivre en profondeur, à l'intérieur de soi et en conscience. Elle a raison, tout à fait. Voilà. Il faut changer et ne pas essayer de répéter toujours les mêmes erreurs. Non, mais j'appuie parce que sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile, tu as raison. Je crois que ce qui est important aussi, c'est toujours l'identification. Quand on a tous ces petits défauts, détails, tout ce qu'on veut, on se dit, c'est pas soi, quelque part. Il faut arriver à voir que c'est pas soi. Donc il n'y a pas à changer, quelque part. Il y a juste à se débarrasser de quelque chose qui n'est pas soi. Oui. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est, je vois mon être, enfin mon cerveau, comme un ordinateur, quoi. Et quand on a un ordinateur, des fois, il faut faire du ménage. Il faut faire du ménage, il faut se débarrasser des vieux programmes qui ne servent plus. Et donc, comment on fait? On met à la poubelle. Et la poubelle, il faut aussi la vider, des fois. C'est important, une fois qu'on a mis dans la poubelle, il faut le vider. Parce que quand c'est dans la poubelle, on peut aller le chercher vite fait. Donc après, peut-être Inri ou tout ce qu'on veut, c'est ce qui permet de vider la poubelle. Vraiment la dissoudre, qu'elle ne soit plus dans l'ordinateur. Voilà. J'avais un truc aussi, une remarque sur l'abandon. Hein? Lève-toi. Pardon, excusez-moi. Vous avez un peu entendu, j'espère? Non. Je répète. Je ne sais plus ce que j'ai dit en fait. Je parlais de quoi? Je parlais d'abord de s'identifier à ses émotions, tous ces détails et tout ça. C'est pas soi. On dit je suis en colère. Non, je suis pas en colère. Il y a une colère qui est là, qui vient d'on ne sait pas où, mais c'est pas moi. Donc si on s'identifie, il faut changer, comme on dit, j'entendais changer. On n'a pas à changer, on est un être de lumière. Toutes ces émotions, ça nous vient d'ailleurs. Donc on les repère, on fait tout ça. On en prend conscience, on les accueille, on les accepte. Ok, mais on peut s'en débarrasser. Donc c'est là où je parlais de l'ordinateur, ça m'aide beaucoup, moi.
quand on a un ordinateur, on a plein de vieux programmes qui ont servi des fois. Hein. Peut-être ces colères, elles ont servi à un moment. Mais des fois, on en a plus besoin maintenant, je crois. On a de tous ces trucs-là. Donc, on fait le ménage. Et un ordinateur, il faut faire le ménage souvent. Parce que je ne sais pas si c'est comme moi, mais c'est encombré, comme il disait Eric. Tous ces programmes, ça prend de la mémoire, ça prend de la place. Et on ne peut plus penser, on n'a plus la place pour une autre conscience. Donc, on fait le ménage, on met à la poubelle. Et sans oublier donc de vider la poubelle aussi. Parce que sinon, on va le chercher encore. Parce que dès que ça ne va pas, on va chercher les vieux trucs. On se dit, ah oui, c'est encore dans la poubelle, je vais le chercher, je m'en réutilise. Et je voulais parler d'une autre chose, la conscience de soi. Moi, j'utilise un jeu qui s'appelle le grand jeu de la respiration consciente, pour avoir conscience de moi, quoi, pour, comme tu disais, être un peu à l'écart, enfin, voir les choses de côté. Mais moi, je les vois de mon cœur, et je me regarde respirer le plus longtemps possible. Et le plus longtemps possible, des fois c'est 1 seconde. Mais c'est là où le jugement, quand on se dit, tiens, comme elle disait, elle est partie là, et au bout de 2 virages, il n'y avait plus de conscience. Mais au bout d'un moment, tu te dis, tiens, j'ai pas de conscience, et au lieu de porter un jugement, parce que dès qu'on porte un jugement, le problème c'est que c'est le mental qui reprend l'affaire, au lieu de se dire, tiens, j'ai pas été conscient depuis 1 heure. Non, juste, j'ai pas été conscient. Je regarde ma respiration. Si tu commences dans le jugement, c'est là où le mental se dit, oh ouais, t'es pas capable et tout, bon, tout le baratin habituel. Voilà. Ouais, mais il faut mettre de l'humour aussi sur tout ça. C'est-à-dire que moi, le soir, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ah purée, je me suis encore fait avoir, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il est fort quand même le mental, merde, alors voilà, c'est juste ça, quoi. Il faut y mettre de l'humour, tu vois, parce que sinon après ça devient trop...